Sale noir, sale arabe ou encore singe. Ce sont des propos racistes qui désormais font partie de la vie française. Peut-on considérer que le racisme est banalisé? À l'occasion des matchs de la CAN, sur Internet, ces propos ont fait mouche. Alors, comment porter plainte quand on se sent victime de racisme? Qu'est-ce qu'on considère comme un propos raciste en France? Pour en parler, je reçois des invités, des personnes qui militent au sein d'associations, mais également dans la société civile. C'est le thème du jour, le racisme vers une banalisation en Europe et en France. Vous êtes sur Regard Extérieur, c'est sur Canal 2 International. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 2 International. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard Extérieur, un numéro consacré pour le premier numéro de l'année au racisme. Comment est-ce que les diasporas africaines vivent le racisme, mais pas seulement les diasporas? Est-ce qu'en France, en Europe, on peut parler de la banalisation du racisme? En effet, près de 3000 personnes ont contacté l'année dernière l'association SOS Racisme pour se plaindre ou d'actes racistes ou de propos racistes. Pour en parler, je reçois justement des experts, des associations qui vont venir nous parler de cela, mais également des témoignages de la société civile. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir d'abord le panel et ensuite on pourra discuter. Bienvenue sur ce plateau. Je vous disais à l'instant que nous recevons donc deux personnes qui représentent des associations. Je me tourne vers vous. Éléonore Bassop, je rappelle que vous êtes vice-présidente du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Vous êtes en charge de la diaspora. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Je reçois également pour la première fois Dominique Sopo. Je rappelle que vous êtes président de l'association SOS Racisme. Bienvenue. Bonjour. Alors nous allons commencer ce numéro avec ce témoignage. Je vous propose de regarder cette vidéo amateur que nous avons donc retrouvée sur Internet. Il s'agit de Stéphane Thau. Je vous propose de regarder. Je ne fais pas de défi contre la police. La chance qu'on a maîtrisé par Vous croyez que quelqu'un qui gueule comme ça n'a pas les papiers? C'est qu'il aurait fui les plus. Réfléchissez un peu. Vous êtes en train de filmer. Mais je filme, c'est comme ça qu'on a fait à Dallas, on n'a pas su. C'est une preuve. Voilà ma carte d'identité. Ah, donne. J'ai déjà donné là-bas, donne. on a déjà enregistré. Ouais, donne ici. Voilà, ça prend. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un pauvre type, toi. Et tu es un riche type. Allez, gars, Tu es un riche type. Tu es un riche type. T'es un fieu. N'importe quoi. Bah oui, c'est n'importe quoi. Comment tu fais, toi? Hein? C'est du respect, ça? Pourquoi vous faites Pourquoi? Pourquoi vous faites ça C'est sur ça lui? du respect? Pourquoi vous faites ça sur lui? Il refuse 10 fois de donner sa carte d'identité. Mais je vous ai dit qu'il a la carte Alors, d'identité, vous le faites, vous le avez, c'est pourquoi? Reste dans la voiture, chef. Chef, vous savez que... Non, chef. non, c'est toujours ça là-bas, et puis à la fin, vous faites arrêter, et là vous allez pleurer. Ah oui, allez, vas-y, si vous êtes là, vous êtes en train de fumer, on fait que notre travail. L'épée à l'intérieur, il ne va pas partir, après qu'il ait identifié. Vous refusez, ah voilà. Alors que c'est pas le... Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé, vous maintenant, quel est votre, après le recul bien sûr, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on vient de voir, cette vidéo qu'on vient de voir? En effet, la scène s'est déroulée en juillet 2016 à Bruxelles, où je m'étais rendu pour un court séjour, et à terme de ce séjour, j'ai été interpellé par la police belge, n'ayant pas mes documents d'identification sur moi. J'ai signalé à la police et ils n'ont pas entendu ça de cette oreille. Et subitement, il y a eu une altercation, j'étais planqué au sol et puis voilà. Donc, bien après, mes papiers sont arrivés. Ils n'ont même pas eu le temps de regarder et de vérifier parce que pour un contrôle de routine, il y a quand même des vérifications par leur radio
au niveau de la centrale pour voir si c'est réellement moi, ce qui n'a pas été fait. Donc, du coup, j'ai été sidéré et puis surpris, blasé même de cette situation, de cette forme de racisme, je peux le dire. Hein. Donc, il faut pas qu'on cache les mots. Donc, il faut réellement interpeller et puis alerter pour que des scènes pareilles ne se reproduisent plus. D'accord. Pour vous, clairement, cette interpellation, c'est une interpellation, c'est quoi? C'est au faciès? Je pense que c'est au faciès parce que après présentation de ma pièce d'identité, ils ne m'ont même pas ramené au poste comme de routine quand on interpelle un individu qui n'a pas ses papiers et que les papiers arrivent par la suite, on le ramène au poste pour une vérification approfondie. Quand j'ai tendu la pièce d'identité, j'ai été relâché comme comme j'ai été plaqué au sol, quoi. D'accord. Vous l'avez vécu cette situation en Belgique. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire en France et en Europe? Moi personnellement non, je n'ai jamais vécu une situation pareille. C'était une première fois pour moi, c'était une grande première. Donc voilà. Est-ce que vous avez pensé à saisir le défenseur des droits, un avocat? Est-ce que vous pensez justement porter cette affaire auprès des tribunaux, par exemple? Bon, j'ai pensé à un moment donné, mais absorbé par mon travail, bon, j'ai mis en stand-by, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Dans cette vidéo que nous venons de voir, on voit un jeune homme, Stéphane Thau, qui est interpellé de façon assez violente par la police. Les faits se passent à Bruxelles. Je me tourne vers vous, Éléonore. Que pensez-vous justement de cette interpellation? C'est violent, c'est vrai que de plus en plus, on est habitué de plus en plus de nos jours à voir ce genre de vidéos à la télévision, sur les réseaux sociaux et un peu partout. Et c'est vrai qu'on est démunis face à cela parce qu'en même temps, on voudrait faire tellement, mais on peut si peu parce que dès lors que l'on porte plainte, donc souvent ce sont des plaintes classées sans suite, et donc on est très souvent démunis face à cette violence où en fait les forces de l'ordre qui sont supposées être là pour protéger les citoyens sont en fait comme s'ils étaient embarqués dans l'actualité de la société qui fait qu'on est quand même dans une société très violente et que eux aussi participent de cette violence et ces interpellations violentes des citoyens. Alors en plus là on peut quand même dire que c'est très violent, donc c'est des policiers blancs qui interpellent un noir et qui le plaquent par terre, et puis les propos tenus par les policiers aux alentours de la scène montrent bien que c'est vraiment des propos racistes. Donc c'est très violent, cette déshumanisation comme ça de la part des forces de l'ordre pour des citoyens. On ne sait pas comment faire parce qu'en même temps lorsqu'on porte plainte, ces plaintes n'aboutissent pas, et donc c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Avant de parler des plaintes, justement, Dominique, je me tourne vers vous. Là, ce monsieur, quand on l'a interviewé, on lui a posé la question, il nous a expliqué que ça fait plus de 20 ans qu'il vit en France, il n'a jamais été interpellé de la sorte. Ça se passe en Belgique. Vous qui êtes sur le terrain, justement, que pensez-vous? Est-ce qu'on peut dire qu'en France, il y a ce genre d'interpellation violente? Oui, ces interpellations, elles existent. En tout cas, un rapport tendu entre la police et des populations d'origine immigrée ou habitant dans les quartiers populaires existe malheureusement, et on voit bien qu'il y a là une défaillance de l'institution, parce que nous, à SOS Racisme, nous sommes très attachés à ce que ce soit la police républicaine qui ait justement la capacité à assurer l'ordre public, parce que lorsqu'il n'y a plus de police, on passe à des milices, et là on bascule dans autre chose, et là il n'y a plus aucune garantie. Ceci étant, la police doit être particulièrement exemplaire, parce que ça n'est pas n'importe quel corps, c'est bien évidemment un corps d'État qui représente la République, mais c'est aussi un corps qui a la capacité à exercer la contrainte physique sur des individus. Un dérapage d'un policier, c'est pas la même chose que le dérapage d'un fleuriste. Il y a quand même d'autres conséquences en termes de violence symbolique et physique. Donc malheureusement cela existe, et ce qui est assez lamentable, je dois dire, c'est la façon dont finalement les responsables politiques sont souvent non pas aveugles, mais muets par rapport à ces phénomènes qu'ils connaissent très bien. Il y a un énorme travail à faire, au-delà bien évidemment du fait qu'on peut avoir des personnes racistes dans la police. D'abord, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, malheureusement d'un certain point de vue, mais il y a également tout un problème d'affectation des policiers, tout un problème de préjugés qui ne sont pas combattus, et donc finalement, parfois des comportements qui sont des comportements tels qu'on les voit et qui renvoient aussi, peut-être aussi pour la Belgique, je ne sais pas,
mais à des politiques publiques consistant à dire, par exemple, il faut choper du sans-papier. Ben, quand on dit qu'il faut choper du sans-papier, eh ben, c'est les Noirs et les Arabes qu'on va aller contrôler parce qu'on se dit que c'est dans cette population-là qu'il y aura potentiellement les profils que l'on recherche. Et c'est d'ailleurs ces pratiques qui ont valu à l'État français d'être condamné pour contrôle discriminatoire par la justice. Justement, Dominique, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'en France, il y ait des actes racistes. Quand on est allé justement dans vos locaux, on nous a dit qu'il y avait 3000 appels qui étaient passés, notamment l'année dernière, et que seuls 700 finissaient en plainte. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce décalage? D'abord, c'est 3000 appels au siège national, puisqu'après, il y a des comités qui traitent aussi des dossiers. Alors, le décalage, il est aussi du fait que parfois, ça ne relève pas forcément de logique raciste au sens où la loi l'entend. Et dans ce cas-là, de toute façon, nous ne sommes pas compétents pour être sur ces domaines. Et malheureusement aussi, il y a souvent un problème de preuve. Puisqu'on voit bien que si on veut attaquer par exemple la question des discriminations, là on est dans des actes racistes, s'il n'y a pas de preuve qu'on n'a pas été retenu pour un logement, pour un emploi, en raison de sa couleur de peau, de la consonance de son nom, c'est extrêmement compliqué d'aller devant un tribunal, parce que de fait c'est parole contre parole. Et souvent c'est une impression, enfin parfois c'est une impression que les gens viennent nous exprimer. Et ce que parfois les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a beau croire que l'impression, elle est réelle, ça n'est pas pour autant que devant la justice, ça peut aboutir malheureusement, parce qu'il faut quand même des preuves, et on ne juge pas que sur des impressions, et quelque part, heureusement, sinon ça amènerait à beaucoup d'excès. D'accord. Éléonore, justement, ça me permet de bien un peu expliquer, n'est-ce pas, vos missions. Oui. SOS Racisme s'occupe justement de lutter contre toutes les discriminations. Oui. Vous êtes le conseil représentatif des associations noires de Oui. France. Alors, est-ce que vous avez identifié, par exemple, des appels comme SOS Racisme qui se transforment en plaintes? Bien sûr, c'est-à-dire que c'est vrai que nous également, nous recevons de nombreuses plaintes tout au long de l'année. C'est vrai qu'elles n'aboutissent pas non plus pour les mêmes raisons que vient d'évoquer là Dominique Sopor. Nous, c'est vrai que ce qu'on a tenté de faire, alors c'est pour ça que le président du CRAN, Louis-Georges Jetin, avec d'autres organisations et avec des députés, il y a une loi qui a été déposée, qui est la loi pour les actions de groupe, enfin qui permet en tout cas à des groupes constitués de pouvoir porter plainte contre justement les discriminations. Donc on espère que par ce biais, il y aura peut-être davantage de personnes qui pourront porter plainte et qui pourront aller devant la justice et qui pourront faire valoir leurs droits. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, alors vous avez expliqué, n'est-ce pas, que dans la société française, effectivement, il y a un certain nombre de discriminations. La France est pointée du doigt, précisément parce qu'on estime qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Comment vous travaillez-vous avec les pouvoirs publics, justement, pour faire reculer les discriminations? D'abord, on peut remarquer que les pouvoirs publics, ces dernières années, sauf très récemment sur la dernière année et demie, ont quand même quasiment évacué la question des discriminations de leur problématique. Moi-même, je l'ai exprimé à plusieurs reprises, j'ai quand même été extrêmement surpris, ou en tout cas échaudé, par le fait que lorsque François Hollande arrive au pouvoir, toutes les premières années de son quinquennat, la question des discriminations n'est pas un sujet. Alors même qu'on sort d'une période sarkozyste qui se termine dans une lutte contre l'égalité, en tout cas dans les discours extrêmement violente, et nous aurions pu attendre du nouveau pouvoir qu'il mette la question de l'égalité et donc de la lutte contre les discriminations au cœur de son projet, parce que c'est la promesse républicaine tout simplement. Et ça n'est pas être contre la France, comme souvent disent les réactionnaires ou les racistes, de traiter de ces questions, c'est au contraire faire en sorte que la France soit un peu plus elle-même, parce que davantage conforme à ce qui fait sa beauté aussi, c'est-à-dire ses valeurs, qui nous sont souvent d'ailleurs enviées par d'autres pays. Et donc travailler avec les pouvoirs publics, ça a été très compliqué, je dois dire, parce qu'on s'est quand même trouvé face à une sorte de vaste ventre mou. D'accord. Éléonore, ça me permet de poser la question, est-ce que le racisme est un sujet qui est tabou? En France, oui, parce que c'est vrai que de plus en plus, on exige des victimes donc de faire la preuve de ces actes, ou alors on nous renvoie à la victimisation.
on nous dit, voilà, vous êtes arrêtés d'être des victimes. Donc forcément, les gens, à un moment donné, ont du mal à exprimer ce mal-être face à ce fléau. Et donc, mais le racisme existe bien. Mais c'est vrai qu'ensuite, il faut le prouver, il faut le montrer. Et les gens ont de plus en plus de mal à le faire. Comment on fait pour prouver qu'on est victime ou d'un acte raciste ou de racisme, Dominique? Alors, soit il y a des preuves matérielles qui existent, parce que si par exemple dans la scène qu'on a vue, les policiers avaient dit sale négro, etc. Bon bah là, j'allais dire, il y a une preuve parce que des gens filmaient au demeurant. Il faut pas simplement que ça ait été dit. Encore faut-il qu'il y ait des témoins qui puissent attester que cela a été dit. Sinon, comme je disais, c'est parole contre parole. De la même façon, récemment, dans une agence immobilière La Forêt en France, une fiche est apparue où c'était écrit noir sur blanc, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, que on ne pouvait pas louer ce bien à des personnes noires ou de nationalité étrangère. Bon, là, il y a des preuves matérielles. Souvent, le problème, des discriminations en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles évidentes parce qu'il n'y a pas de verbalisation. Dans ce cas-là, nous mettons en place le testing qui permet de regarder si les personnes sont traitées différemment en raison d'une différence d'origine, de couleur de peau, d'accent de la voix éventuellement, ou de nationalité. Et là, c'est un élément qui est reconnu par la justice depuis maintenant 15 ans, plus de 15 ans, comme un élément de preuve valable devant les tribunaux, même si ce que l'on constate, c'est que les tribunaux sont quand même assez peu allants sur la question des discriminations, ce qui explique aussi, tout à l'heure, quand vous parliez du nombre de plaintes qui aboutissent, encore faut-il que les gens aillent au bout de leur démarche. Et aller au bout de ces démarches, parce que c'est des démarches lourdes d'ailleurs, on voit bien dans le reportage, le monsieur dit mais enfin j'ai mon travail, parce que c'est long, c'est des pièces, c'est prendre un avocat éventuellement. Et si on se dit à la fin que de toute façon la justice fera preuve de lenteur, ne sera pas accueillante par rapport à la parole qui est la sienne, eh bien il est facile d'abandonner parce que chacun finalement a sa vie aussi à mener. D'accord. Et de plus en plus, effectivement, pour rebondir là-dessus, de plus en plus, on se rend compte que la justice est très absente et que les victimes ne sont pas soutenues et que parfois même elles sont ridiculisées. Je pense à cette comédienne Eva Doumbia qui a porté plainte contre un metteur en scène connu parce qu'il a traité de sale négresse, etc. Et donc la justice a fait le procès de la victime plutôt que de faire le procès de l'agresseur. Et au final, l'agresseur a été libéré. On a justement Christiane Taubira, lorsqu'elle était ministre de la Justice, qui a été comparée à un singe. On a eu un exemple de condamnation. Il y a eu plusieurs condamnations. Nous avons obtenu récemment la condamnation d'une conseillère municipale qui, dans le près de Tours, qui avait aussi fait un montage sur son Facebook avec Christiane Taubira comparée à un singe. Donc il y a eu des condamnations. Donc la justice, lorsque les preuves matérielles sont réunies, peut aller évidemment à de la condamnation. Faut pas non plus avoir une vision comme quoi la justice serait totalement fermée à ces questions. Ça existe. Ceci étant, il serait bon tout de même de faire preuve du même niveau d'exigence et de ne pas être plus exigeant en matière de preuves sur les questions de racisme que pour d'autres cas où parfois des condamnations peuvent être extrêmement surprenantes. Est-ce que c'est difficile d'être noir en France? Être noir, être africain, être antillais en France? C'est difficile, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend. À un moment donné aussi, être noir antillais en France, c'est aussi une question, je pense, qui est aussi une question de classe sociale. Quelle que soit sa couleur de peau, il vaut mieux être riche que pauvre, de toute façon, pour être protégé par des comportements désagréables. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et c'est sûr que si vous êtes arabe et émir saoudien, d'un seul coup, c'est sûr que vous ne serez plus traité comme l'arabe moyen dans le pays. Et on pourrait faire la même remarque, évidemment, avec les noirs. Mais encore une fois, un blanc pauvre sera moins bien traité qu'un blanc riche. Donc évidemment qu'ici, il y a une articulation avec la question sociale. Si on est dans un quartier populaire stigmatisé par l'image qu'il renvoie et qu'en plus on est d'origine immigrée ou d'origine, antillaise, il est sûr que là il y a une forme de cumul des éléments. Quand on est antillais, on est français.
On peut, mais on est peut noir. être français aussi, voilà. On est peut noir. être français et habiter dans le 93, par exemple. Tout à fait. Pour prendre le cas de... Le racisme ne voit pas la différence de couleur. D'ailleurs, sur Christiane Taubira, non seulement, ce qui est insupportable pour les racistes, c'est qu'une personne comme elle puisse devenir ministre de la République, c'est-à-dire représentante de la France, et ce qui est montré, c'est qu'il y a toujours une partie de la société, aussi minoritaire soit-elle, qui est dans un refus virulent que des personnes comme Christiane Taubira puissent non seulement être au gouvernement, mais pas à n'importe quelle place, ministre de la Justice, c'est-à-dire quand même un énorme ministère. Et donc, non seulement elle n'est pas reconnue comme française, mais la violence va jusqu'à ne même pas la reconnaître comme un être humain pour délégitimer la personne même de Christiane Taubira. Ceci étant, je tiens quand même à faire remarquer que la France est aussi une terre d'opportunités et que en France, il y a aussi beaucoup de métissage. Il y a des lois contre le racisme. Il y a des points d'appui dans notre pays. Et donc, il faut se saisir de ces points d'appui. Il ne faut pas être dans le misérabilisme, mais se dire, on a quand même la chance d'être dans un pays où on peut dénoncer le racisme. Ce n'est pas le cas partout. On est dans un pays où on a le droit de vote. On ne peut pas, par exemple, dénoncer le racisme. Dans quel pays? Vous dites que ce n'est pas le cas partout. Écoutez, en raison de la situation sociale des gens ou même de la répression sur l'expression du racisme, si vous êtes Rohingya par exemple en Asie, quel que soit d'ailleurs le pays où vous vous trouvez, il y a peu de chances que vous ayez accès aux médias pour dire on est en train de se faire massacrer. On a parlé d'un sujet qui est tabou en France, comment est-ce qu'on peut porter plainte. Il y a une réplique qui est très souvent avancée quand on se plaint de racisme en tant que noir, en tout cas nous, quand on a sillonné les rues de Paris, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que les gens nous disent aussi que des blancs sont victimes de racisme. Que pensez-vous du racisme anti-blanc, Éléonore? Le racisme anti-blanc, je n'aime pas du tout cette appellation parce que je pense que qu'il y ait des personnes effectivement qui soient malveillantes ou qui tiennent des propos discriminatoires ou autres contre des blancs, je suis contre et je sais que ça existe. Mais de là à parler de racisme anti-blanc, pour moi, le racisme, c'est un système de domination. Et que, y compris les personnes qui sont ici en France et qui peuvent avoir comme ça des propos à l'encontre des blancs, je ne pense pas que ce soit réellement du racisme et je ne pense pas que ce soit un phénomène tel qu'il faille en parler autant. Et je pense que c'est une façon aussi d'éviter de parler des vrais problèmes de racisme en France, parce que comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est un sujet tabou. Donc parlons effectivement des vrais sujets. Il y a un vrai racisme qui existe en France. Et je voudrais moi aussi, en ce moment, parce qu'il y a de nombreuses femmes dans le monde qui se mobilisent contre le président Trump, le 45e président américain, qui a tenu des propos insupportables contre les femmes pendant sa campagne présidentielle. Je voudrais quand même faire aussi le parallèle entre le racisme et le sexisme. C'est vrai que de nombreuses femmes dans le monde, et en France notamment, sont victimes de ce fléau, de ces deux fléaux, du sexisme et du racisme. C'est une double peine. Parce qu'effectivement, parce qu'elles sont racisées, donc parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont arabes, elles subissent le racisme, et parce qu'aussi elles sont femmes, elles subissent le racisme de personnes extérieures à leur groupe, y compris par des personnes intérieures, donc à leur groupe des hommes, et parfois elles sont isolées, elles sont mises comme ça à l'écart de la société. Et je voudrais revenir notamment sur l'affaire du Burkini cet été qui a beaucoup agité les personnes. Je voudrais revenir sur ces coiffeuses de la rue Saint-Denis. Je voudrais revenir sur tout un tas de manifestations racistes qui ont été menées contre ces femmes et dont on ne parle pas assez souvent de ça. C'est vrai que les Nations Unies, depuis très peu, s'est emparée de cette question parce qu'on s'est rendu compte que c'est un vrai problème et que ces femmes étaient plus vulnérables. Je ne dis pas que le racisme contre les hommes est moins compliqué et moins difficile, mais je veux quand même pointer du doigt que ces femmes subissent vraiment quelque chose de terrible par des viols interethniques, par exemple, lorsqu'il y a des guerres, puisqu'aujourd'hui le viol est reconnu comme une arme de guerre par les Nations Unies, par ces femmes migrantes qui sont poussées ou qui sont mises dans des situations d'être prostituées, par donc de multiples fléaux. Et donc il est important qu'effectivement on puisse aussi parler de ce racisme-là à l'encontre des femmes. Dominique, le racisme anti-blanc, qu'en pensez-vous? D'abord, c'est un concept extrêmement tordu. Qu'il y ait des Noirs, des Arabes qui soient racistes envers les Blancs. Oui, ça peut exister. Il n'y a pas tellement de raisons que ça n'existe pas. Les logiques de haine, les logiques d'oppression, les logiques de malveillance entre tel groupe, telle personne, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, malheureusement. Ceci étant, je tiens à faire remarquer que le terme racisme anti-blanc est un terme qui vient de l'extrême droite et qui, en fait, quand on nous objecte la question du racisme anti-blanc en disant « mais de toute façon,
vous ne vous occupez pas du racisme anti-blanc, il faut bien voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est de dire le vrai racisme en France, c'est le racisme que subissent les Blancs, et tous ceux qui parlent de racisme contre les Noirs ou contre les Arabes sont des menteurs, parce que ce racisme-là, contre les Noirs, contre les Arabes, n'existerait pas, serait une vue de l'esprit, et donc l'extrême droite essaye à travers ce concept de racisme anti-blanc d'opérer un retournement. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que ce n'est pas tout à fait nouveau. L'extrême droite a toujours essayé de retourner, parce que c'est dans sa logique de perversion des mots, des discours, des logiques, a toujours essayé de retourner en disant « c'est nous qui sommes agressés et nous ne faisons que nous défendre ». Ils l'ont dit vis-à-vis des juifs, des métèques, des protestants et des francs-maçons, comme ils disaient il y a un siècle. Ils le font aujourd'hui vis-à-vis des Noirs et des Arabes. Et donc, en fait, ils utilisent la question du racisme, non pas pour construire du vivre ensemble, qui serait un bon indice de savoir s'ils sont sincères dans leur mobilisation. Ils utilisent la question du racisme anti-blanc, selon leur expression, pour fracturer la société, pour frapper les Noirs et les Arabes. Par ailleurs, comme le disait Éléonore Bassop à juste titre, le racisme qui fait système aujourd'hui en France, c'est bien le racisme contre les Noirs et les Arabes. Même si on peut être victime de propos racistes lorsque l'on est blanc, et bien évidemment que ça existe, je ne dis pas le contraire, ça ne fait pas système. Quand même, jusqu'à preuve du contraire, il vaut mieux être blanc en France que noir ou arabe. Je ne pense pas que, par exemple, il y ait une difficulté particulière lorsqu'on est blanc pour trouver un emploi, qu'il y a beaucoup moins de difficultés dans la relation avec la police, et en tout cas, le fait d'être blanc n'est pas un élément défavorable lorsque l'on est en interaction avec la police nationale. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Donc je pense que évoquer le racisme peut être extrêmement douloureux pour une société parce que ça renvoie finalement à quelque chose qui n'est pas très glorieux, mais il est temps quand même que dans notre pays, il y ait une maturité suffisante pour traiter ces problèmes. Et ces problèmes ne sont pas, encore une fois, quelque chose qui serait de l'ordre de l'accusation envers les Blancs, comme on dit. C'est comment, ensemble, on est capable, en tant que citoyens, reconnus égaux, de pouvoir nous projeter vers l'avenir en laissant de côté ce que nous aimerions ne plus avoir à traiter. Et je terminerai sur ça, quand des gens nous disent « oui, mais vous vivez du racisme ». D'abord, moi je suis prof, donc je vis de mon métier de prof, déjà pour commencer. Et puis, on aimerait aussi beaucoup pouvoir vivre d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres combats à mener dans la vie, plein de combats de progrès, plein de combats d'émancipation. Et si ces combats-là n'étaient plus à mener, nous en serions extrêmement heureux et nous n'aurions aucun problème pour trouver de nouveaux champs à défricher. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette première intervention, cette première partie. Je vous propose justement, pour conclure cette première partie, de regarder une vidéo. Nous sommes allés dans les locaux de SOS Racisme. Je vous propose de regarder et je dis au revoir à mes invités pour accueillir de nouveaux invités. Moi, je m'appelle Marwan Zaki. Je m'occupe du développement des communautés, des antennes locales en région ou dans toute la France, et je m'occupe notamment de dynamiser les comités, les accompagner dans la lutte antiraciste partout en France. Alors il y a des situations qui sont diverses et variées, il y a des localités qui c'est très dur parce qu'il y a une grande montée de l'extrême droite, notamment on a vu des villes comme Béziers où on a un comité qui vient de se construire, où notamment on vient d'avoir l'élection de Robert Ménard qui a tenu des propos notamment sur la question de l'immigration, la question des migrants, donc on monte des actions là-bas pour accompagner la population qui se dit contre ça, et notamment monter un mouvement citoyen, parce qu'on se dit d'abord avant tout une association mouvementiste. On a justement un pôle antidiscrimination qui s'occupe de la question notamment des testings. Et donc il y a quelques années de cela, j'avais un testing, c'était notamment de créer avec différentes personnes pour constater une discrimination, notamment dans une boîte de nuit, qui a discrimination, donc on fait rentrer un groupe de personnes blanches, entre guillemets, de couleur de peau blanche, et un groupe de couleur noire, et après direct on les fait succéder, et donc du coup là j'ai été victime de discrimination, et donc voilà, par certains discours publics et par certaines personnes et certains politiques qui peuvent banaliser le racisme en tenant des propos, notamment certains chroniqueurs comme Zemmour qui peuvent tenir des propos complètement racistes, Henri de Lesquen par exemple qui tient des propos, que ça soit sur les réseaux sociaux, et que par ailleurs on est en train d'attaquer, et donc c'est tous ces discours-là, s'ils sont pas attaqués, si on n'est pas vigilant, peuvent donner une certaine banalisation du racisme. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est important de montrer qu'il y a une société civile très mobilisée et très attentive à ce que certains discours publics peuvent être tenus, ou certaines choses peuvent être tenues en public.
Certaines personnes vont dire le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir. Nous, on considère qu'il n'y a qu'un seul racisme, qui vise un maghrébin, qui vise une personne noire, et vice-versa. Donc, à partir de ce moment-là, sur les réseaux sociaux, on a pu constater toute cette déferlante de propos racistes qui étaient tenus, donc on reste très très vigilant sur cette question-là, et notamment on mène tout un projet autour du sport qui permettent de sensibiliser les plus jeunes autour de la valeur du sport, le respect, la lutte contre le racisme, les discriminations, et donc à travers ça, des tournois de foot, des interventions en milieu scolaire qui permettent de parler à cette nouvelle jeunesse. À SOS Racisme, depuis toujours, en fait, ce qu'on fait avec SOS Racisme, c'est d'accompagner les victimes de discrimination. Donc, il y a un pôle discrimination qui est composé de deux sous-pôles, pôle prévention et analyse et un pôle contentieux. Dans le pôle contentieux, ce sont des élèves avocats, des juristes qui prennent les appels des victimes et qui essaient de les accompagner au mieux, en fait, de les informer au mieux sur leurs droits et de les accompagner pour que justice leur soit rendue quand on a constaté qu'effectivement il y avait une discrimination. D'accord. Donc ce pôle est géré par une chargée de contentieux, donc qui aide les avocats et les stagiaires à mettre en forme à la fois les plaintes et aussi d'accompagner vraiment les victimes jusqu'au bout. D'accord. Donc, ce sont des permanences physiques quand même. Donc, les gens, ils appellent et on répond à leur demande. D'accord. Mais il faut d'abord qu'on soit compétent, c'est-à-dire que il faut que la discrimination soit avérée, qu'on puisse la prouver. Et c'est à partir de ce moment qu'effectivement, on met en branle l'association pour accompagner les victimes jusqu'au procès, en fait. Tu vois, que ce soit en procès judiciaire ou en procès extrajudiciaire. Donc il y a un autre volet de ce travail qui est le volet prévention et analyse. Tu vois, le volet prévention et analyse, c'est plutôt le lieu où on réfléchit en matière de discrimination, ce qu'on doit apporter dans les autres instances et qu'est-ce qu'on met en place en matière de projet pour que les questions de discrimination soient moins visibles dans notre société. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement d'accompagner les victimes, c'est aussi de peser sur la société. Tu vois, on plaide par exemple pour une société où nous sommes tous égaux, les Noirs, les Arabes, les Blancs, d'accord, et que on prend l'universalisme aussi de certaines valeurs. Donc du coup, on essaie aussi de réfléchir à mettre en place des projets qui essaient de rassembler tous, des projets qui vont dans le cadre dans le sens de nos convictions, c'est-à-dire liberté pour tous, égalité pour tous et justice pour tous. Merci de nous retrouver donc sur ce plateau pour continuer donc avec le sujet du racisme. Cette fois-ci, on va parler du racisme dans le sport. Et en ce moment se déroule justement la CAN à l'occasion du match qui a eu lieu entre le Maroc et le Congo. Sur Internet, on a vu une déferlante, n'est-ce pas, de propos racistes. Je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne. Justement, pour en parler, je reçois sur ce plateau Cynthia Tokny. Je rappelle que vous êtes chef informatique. Pardon, vous êtes membre de l'association. Chef de projet informatique. Chef de projet informatique, pardon, merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Black History Month. C'est bien ça. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de venir. Voilà, je rappelle qu'il y a quelques années, vous aviez un blog qui parlait justement des propos racistes en France, peut-être un peu sur le ton de l'humour. C'est ça, des anecdotes. Des anecdotes, et que aujourd'hui, on peut quand même considérer que vous êtes engagé. Merci d'être là. Oui. Et je reçois pour la première fois Herman Ebongue. Je rappelle que vous êtes président de Sportitude, vous êtes rattaché à SOS Racisme. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez défendu également Souleymane Sylla, ce monsieur qui a été, n'est-ce pas, empêché de monter dans une rame de métro à Paris par des supporters de Chelsea. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, on a vu des extraits, des propos qui, en ce moment, en tout cas, ont déferlé sur la toile. Qu'est-ce que vous pensez de ce racisme lié au sport et sur Internet ?
Oui, enfin, c'est toujours une consternation de voir que le sport qui est censé rassembler des gens, qui porte en lui-même un potentiel de fraternité, de solidarité, de diversité et de vivre ensemble, se retrouve avec ce genre de manifestation, alors que justement, alors que dans plusieurs domaines de la vie sociale, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs, il manque quelque chose qui est justement porteuse de ce potentiel que le sport a, que le sport permet de véhiculer. Et donc, se retrouver face à des manifestations de ce genre, évidemment, c'est consternant, c'est désolant et on ne peut que le condamner. D'accord. Cynthia, que pensez-vous, en fait, vous qui avez pris du recul maintenant, que pensez-vous de ces attaques? Est-ce qu'on peut parler d'une banalisation du racisme et surtout aujourd'hui d'une virulence sur Internet? Alors, quel que soit le domaine, en fait, sportif ou non, à mon avis, les gens sont racistes et donc dès qu'il y a possibilité de faire des commentaires, il y a toujours des gens qui vont faire des commentaires, quel que soit le domaine, donc sportif, professionnel, etc. Donc pour moi, sportif ou pas, c'est pareil. Ensuite, banalisation, oui. Les gens aujourd'hui n'hésitent pas, sous couvert d'un pseudo internet, à dire n'importe quoi, alors qu'en face, c'est peut-être plus difficile de le dire, selon l'endroit, selon les personnes qui sont autour, quoi. D'accord. Justement, avec les réseaux sociaux qui explosent, qui ont explosé, vous constatez qu'il est plus facile de se cacher derrière un clavier pour justement proférer des propos racistes. Oui. Est-ce que selon vous, on peut dire que c'est plus une population jeune? Non. Non. Pas Tout du le tout. monde est concerné. Oui. Pourquoi? Pourquoi les jeunes plus que les anciens? Au contraire, même je pense que les jeunes aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui côtoient toutes sortes de personnes aujourd'hui. Et donc je pense que ça va aller de mieux en mieux au fil des années, à mon avis. D'accord. Je me tourne vers vous, Herman. Est-ce que, justement, quand on est dans des équipes sportives où on a, comme on a eu par exemple en 98, Black, Blanc, Beurre, je vais y arriver, on prône des valeurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour lutter justement contre les discriminations et le racisme dans le sport? Et il y a plusieurs façons de réagir face à ce phénomène. Bon, il faut d'abord distinguer aussi des choses. Il y a d'un côté les acteurs, ceux qui jouent, le monde du sportif et les pratiquants, et ce qu'on a vu à travers les images, que ce soit les images concernant Souleymane Sylla ou les réactions après le match de la Coupe des Nations. Il y a deux choses, il y a deux contextes. Il faut deux cas bien distincts. Il y a d'un côté les acteurs, les joueurs ou qui incarnent, qui jouent, qui produisent le spectacle du football, du sport de manière générale, où on voit quand même qu'il y a un peu moins ces phénomènes parce que, comme le disait Cynthia, il y a les gens qui se côtoient. Donc il y a une façon de lutter déjà contre le racisme qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire que les gens apprennent à connaître les autres. C'est-à-dire il y a, et c'est ça la force du sport, parce que les gens se côtoient, les gens essayent de se connaître un peu mieux et donc ça casse des préjugés. Parce que le racisme se nourrit aussi beaucoup de ces préjugés. Et donc, après, on a de l'autre côté, donc le public, les supporters, ce qu'on a vu sur Souleymane Sylla, ce qu'on voit dans les différentes clubs dont vous parliez tout à l'heure sur Internet. Et qui fait que, effectivement, il y a, là aussi, il faut bien distinguer les choses. On a d'un côté ceux qui veulent nourrir, qui veulent évidemment assouvir leurs idées, qui sont des idées bien fixées, on le voit très bien avec l'extrême droite européenne, française, etc., etc. Tout comme on peut aussi le voir de l'autre côté, et qui essayent très souvent de le faire passer, ou alors certains spécialistes disaient que c'est le manque de fair play qui se transforme de cette manière, mais qui est inadmissible, qui est injustifiable et qui est de toute manière que rien ne peut justifier. Et ensuite, bien évidemment, il y a ceux qui le pensent profondément parce qu'ils sont racistes, ils sont... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que, pas drôle dans le sens de l'humour, mais quand on voit très bien et que quelque part,
le public, ces personnes qui réagissent face à d'autres, en les traitant de singes, de mangeurs de singes, etc., etc. Et quand au fond, on regarde, c'est qu'il y en a certains qui sont aussi rejetés par d'autres personnes. Et donc ça devient quand même une sorte d'escalade qui est extrêmement difficile finalement à décrire. Mais comment le combattre? Je pense qu'il y a 2 ou 3 façons de le faire. D'abord, en France, c'est puni, voilà, je pense que les choses sont L'exemple, par exemple, voilà, vous avez pu obtenir une condamnation dans le cas de Souleymane Sylla. Dans le cadre de Souleymane Sylla, on peut encore aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que les sanctions doivent être d'autres droits et elles doivent être beaucoup plus sévères. On peut aussi envisager que dans ces sanctions, il faut que ça puisse peut-être beaucoup peser que parfois sur le porte-monnaie, pourquoi pas, et sur les responsables des équipes de football ou alors les supporters en eux-mêmes qui comprennent la gravité de ces phénomènes. Mais il y a aussi, effectivement, c'est dans le cadre du travail que nous faisons, qui est tout ce qui est prévention. C'est-à-dire aussi, aujourd'hui, mettre en place des politiques, des actions qui permettent aux uns et aux autres, d'abord de comprendre que le sport, c'est un cadre c'est quelque chose qui a des valeurs, qui est porteur de beaucoup de valeurs, que beaucoup ignorent. Parce que, imaginez-vous que certains trouvent même ça drôle de lancer des bananes, de parler des singes, de traiter des noirs. Pour eux, c'est folklorique, au point où, pour eux, ça paraît même pas grave. Donc, il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'information, il y a un manque de suivi. Donc, par la pédagogie, on peut effectivement commencer à combattre. Voilà, je pense qu'il faut faire une chaîne de toutes ces solutions. Il n'y a pas une qui va sans l'autre. Je pense qu'il faut, oui, évidemment, mettre en place des actions. Il faut mettre toute une chaîne de pédagogie et qui permettent de comprendre, d'abord de mettre en avant les valeurs du sport, ce que le sport porte en lui-même fondamental, c'est-à-dire cette solidarité dont on parlait, cette fraternité. On voit bien que l'exemple palpable, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quand même, ne serait-ce que le symbole des Jeux Olympiques, c'est quand même les anneaux qui symbolisent les continents, les uns entre les autres, et donc qui, quelque part, symbolisent cette fraternité, ce vivre ensemble. Donc il faut d'abord, je pense que c'est même le préalable qu'il faut, dans le sport, faire comprendre à tout le monde les enjeux du sport, ce que c'est que le sport. C'est d'abord c'est des fêtes quand on va à la Coupe des Nations, c'est une fête, et donc il y a des valeurs à faire. Voilà. Très bien. Alors, excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on se limite au sport, en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors, c'est parce que, justement, ça me permet de revenir là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut uniquement pas se limiter au sport, mais dans la culture aussi, il faut en parler dans tous les domaines. Est-ce que vous avez des anecdotes? Oui, justement. Quelques-unes. Justement. En parlant de singes et compagnie, une fois j'étais dans le métro, dans le RER B, avec une amie qui est noire comme moi. On montait donc dans le RER à Châtelet et on allait à Gare du Nord. Et donc mon amie se fait bousculer par un homme d'une 50aine d'années, blanc. Et donc elle le remet à sa place en lui disant vous n'êtes pas obligé de pousser, demandez pardon, voilà. Et il s'est senti, je sais pas, heurté dans son amour propre. Et il l'a traité de macaque, mais dans sa barbe. D'accord. Parce que Châtelet, dans le RER. Sauf que j'ai entendu, et alors c'était la première fois de ma vie que j'entendais cette insulte-là. En même temps, il avait 50 ans, donc bon. Mais quand même, et en fait, ma réaction... C'est moi, Cynthia, qui est pas en train d'atténuer parce qu'il a 50 ans. Je me dis qu'à 50 ans, peut-être qu'à cet âge-là, c'était les vannes de l'époque. Je me dis, je sais pas, parce que j'ai pas vécu avec eux à l'époque, mais ça, je sais pas. Je sais pas si c'est lié à son âge ou pas. Mais là, ma réaction était de rire. Je m'y attendais tellement pas que j'ai éclaté de rire. En fait, je savais pas comment réagir autrement. Et j'ai commencé à parler à mon ami en disant mais attends, t'as entendu? Il t'a traité de macaque. Et je commençais à parler un peu plus fort sans le faire exprès. Et là, j'ai vu qu'il était gêné. Je voulais pas non plus créer quoi que ce soit parce qu'il y avait d'autres noirs dans le métro, dans le RER. Et du coup, on s'est tué et on est parti quoi. Mais j'en reste choquée quoi. C'était en 2015. Qu'on traite les gens de macaques, ça veut rien dire quoi, je comprends pas. D'accord. Voilà. Le parallèle est fait. Est-ce que j'en profite également pour vous demander, est-ce que en France, quand on dit être black, est-ce que vous trouvez que c'est approprié? Est-ce qu'on dit aux États-Unis I am noir ou you are blanc? Non.
Non, mais en fait, Pourquoi en France on a un problème avec le mot noir? Est-ce que c'est problématique pour certaines personnes de dire noir, ils préfèrent dire black? Non, enfin. Si. Je vais te poser des questions dans ce sens parce que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves, même si ça dépend du contenu de ce que. Vous savez, moi. Mais est-ce que le mot noir déjà est pas problématique? Parce que justement, quand on dit, on a du mal, en tout cas en France, à mettre le mot noir. Quand on veut présenter quelqu'un, on dit black, alors que ce n'est pas du français. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème. Et le problème, c'est pas justement dit noir, mais je pense qu'il y a d'autres problèmes qui font que finalement ça cristallise tout autour du mot noir. Oui, parce qu'en réalité, c'est vrai, on est noir. Moi, je suis noir, donc c'est une évidence. Mais sauf que, oui, parce qu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes, ça devient un problème qui, en soi, oui, bien évidemment, c'est pas parce que demain on arrêtera d'appeler noir que les problèmes que subissent les noirs seront réglés. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être un début, Cynthia? Est-ce que si déjà on met vraiment le sujet sur la table, on en parle, c'est quand même rentré dans le vocabulaire maintenant. Certains noirs disent je suis black. Ben oui. Donc, aujourd'hui, ça veut plus non plus dire grand chose. Mais quand même, moi, quand j'entends black, ça me titille. Oui, bien sûr, parce que le problème, c'est toute l'hypocrisie qu'il y a derrière. C'est ça. Parce que c'est quand même aussi ça le problème. Oui, il faut quand même savoir que le racisme est basé sur un principe qui est fondamental, qui est basé sur l'hypocrisie absolue. On ne dirait jamais, c'est comme on n'arriverait jamais devant un bar où le propriétaire va mettre interdit aux Noirs ou aux Arabes. La forêt immobilier, vous avez entendu l'affaire? Oui, mais bien sûr. Oui, sauf qu'en général, il ne faudrait pas sur une banderole ou une pancarte où c'est écrit interdit aux Noirs, interdit aux Arabes, interdit à ci, à ça. Donc c'est basé sur un principe qui est hypocrisie totale et absolue. Et donc, ça fait que, à un moment donné, ceux qui disent noir ou black, selon que moi je dis Cynthia est black, ou qu'elles disent que je suis black, je pense que ça prend aucune espèce de non-dit, il y a rien qui peut être péjoratif, ou même d'autres personnes mais qui le disent. Mais le problème, c'est que, comme en effet, derrière ce mot, il y a d'autres qui donnent un contenu ou alors une péjorative. Analyse, une péjorative. Il y a quelque chose dont on ne peut pas le savoir parce que c'est juste. Oui, ça devient un problème. D'accord. Justement, Cynthia, je me tourne vers vous pour savoir comment est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui lutter contre des propos racistes, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il faudrait utiliser de l'humour? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce fléau? L'humour, ça marche pas mal. L'humour, ça marche bien. Moi, ce que je fais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'étais énervée, je voulais faire la révolution. C'était révolté. Ah oui, à l'époque, oui. Je me suis calmée depuis. Et alors aujourd'hui, je tourne l'histoire, en dérision. D'accord. Où je montre à la personne, ou alors je fais comme si j'étais naïve, je comprends pas, donc je lui demande de m'expliquer encore mieux, puis exactement. Et du coup, au bout d'un moment, elles se sentent mal, et puis elles sont obligées soit de m'expliquer, soit de s'excuser, soit voilà. D'accord. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, avec SOS Racisme, il y a quand même l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et on a réalisé beaucoup de spectacles contre le racisme, justement, qui visaient un peu à ridiculiser, comme Cynthia le disait, c'était aussi une manière de lutter contre la banalisation, le racisme ordinaire, etc., parce que, oui, certaines personnes, tel que Cynthia l'a dit, se moquaient de ce monsieur, lui faire comprendre, le pousser même dans ses retranchements pour essayer de mettre des mots dessus. Je suis pas sûre qu'il a changé d'avis, mais en tout cas, il recommencera pas, en tout cas, dans le métro à Châtelet. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est un des outils qu'il faut utiliser, et je suis assez d'accord. L'humour, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle la culture, les artistes, les humoristes prennent le pas de lutte contre le racisme en se mobilisant. Ça me permet justement d'introduire une vidéo que je vous propose de regarder. Donc c'est Ruby Comédienne, c'est une jeune Camerounaise qui a fait un sketch, qui publie ses sketchs sur Internet, sur Facebook justement, qui a fait un sketch suite aux attaques qu'on a vues, aux attaques racistes à l'issue du match entre le Maroc et le Congo.
et c'est un sketch que je vous propose de regarder. Miss France qui subit les propos racistes et les gens sont choqués. Donc moi ça me choque pas du tout. En 2016, malheureusement le racisme existe encore. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. À un moment donné, il faut vivre avec des racistes comme s'ils étaient invisibles. Il y a une phrase que les racistes aiment souvent sortir qui me fait vraiment très rigoler. À propos des Noirs, quand tu te prends la tête avec un raciste, va te sortir la fameuse phrase de retourne dans ta jungle, sale singe. Aux dernières nouvelles, la science a prouvé que l'homme, donc tout le monde, noir, blanc, jaune, bleu, rouge, bref, selon la science, l'homme descend du singe, d'accord? Donc toi, petit raciste, qui me demande de retourner dans ma jungle, me traitant de singe. La jungle, c'est pas chez moi seul, c'est chez nous. Donc si je dois retourner, tu viens aussi avec moi, parce qu'on est tous descendants des singes. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Et puis ces racistes-là, quand vos dirigeants vont dans ces îles, parce que là il s'agit de Miss Guyane, donc je ne vais pas parler de l'Afrique, je veux parler des îles qui sont attachées à la France. Quand des dirigeants français viennent dans ces îles pour exploiter, ça ne vous dérange pas? Quand il s'agit de représenter la France en tant que noir, eh ben là ça cause un souci. La vie là, c'est pas à sens unique, c'est à double sens. Il y a encore des racistes dans ce monde. Moi, quand un raciste me parle, je ne l'écoute pas. Je ne le vois pas. Il n'existe pas pour moi. Il n'existe pas. Donc les mots du genre sale sang, retourne dans ta jungle, ou sale noir, ça rentre ici. Ça reste calé là. Et tu on dit souvent que ça rentre et puis ça sort. Chez moi, ça rentre pas, ça ne sort pas. Ça reste calé ici. Connerie. Bon, c'est vrai qu'il y en a aussi qui crient au racisme pour tout et n'importe quoi. D'accord? Moi, j'ai souvent eu des situations de mes frères où ils avaient fait une connerie. Genre, le mec, il est dans un train, ou la meuf, tu fraudes, on t'attrape, on te met une amende, après tu te fâches. Tu traites le contrôleur de raciste. Non, il n'est pas raciste. Ou bien t'en as certains, ils vont dans des enseignes, ils vont voler. On les attrape, après ça s'énerve contre le vigile. Ouais, tu m'attrapes parce que je suis noir. Non, il t'attrape parce que tu as volé. Les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent. Voilà, vous venez de regarder donc justement un sketch de Ruby Comédienne. Cynthia, est-ce que vous pensez que c'est une façon justement aussi de parler du racisme et de lutter contre le racisme? Oui, on peut répondre comme ça, effectivement. Elle dit dans le sketch que de toute façon, elle n'entend pas les racistes. Et elle a raison, après tout. Enfin, moi, je considère qu'on est là et on peut pas nous faire partir, quoi qu'on nous dise. Donc on s'impose, voilà, c'est tout. Très bien. Herman, que pensez-vous justement de cette façon de parler du racisme et peut-être aussi de lutter contre le racisme? Oui, tout ce qui permet de combattre le racisme, bien évidemment, il faut le prendre. Il n'y a pas un qu'il faut éliminer parce que il condamne pas ou alors il fait pas si il a des limites. Non, je pense que tous les outils nécessaires qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'humour, que ce soit par des actions judiciaires, que ce soit par la pédagogie, que ce soit par la sensibilisation, l'éducation. Je crois que ouais, c'est tout ce maillage qui fera qu'on pourra faire reculer le racisme. Et j'ai été quand même assez frappé par la manière de, parce que c'est aussi une façon, c'est pas, moi, c'est pas de cette manière que je fais, mais c'est un outil dont on peut aussi se servir, et la manière dont beaucoup de personnes conçoivent lutte contre ces phénomènes. Mais évidemment, donc, elle dit, ça rentre là, ça ne le ressort pas, et ça fait mal, ça brûle, mais en même temps, les réponses qu'elle apportait, qui sont assez pédagogiques au fond, de dire que vous parlez de la jungle, de rentrer dans la jungle. En fait, je vais vous expliquer l'origine de l'être humain, comment est-ce que l'être humain... C'est une manière là, aussi, effectivement, pédagogique tout à fait, de jusqu'à communiquer. peut-être même à arriver, si on peut même pousser plus loin de manière scientifique, à expliquer que c'est le taux de mélanine qui fait que les uns sont peut-être un peu plus noirs que les autres, et que même chez les noirs, on peut toujours trouver ceux qui sont peut-être un peu moins foncés ou plus foncés que d'autres, peut-être. C'est aussi une façon, en tout cas, d'en parler. Alors, une dernière question, justement, pour clore cette partie. Cynthia, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il manque des icônes noires, africaines, antillaises? Est-ce qu'on les voit assez, finalement, ces noirs qui peuvent être représentatifs d'une population qui incarne la réussite et autre chose pour casser, justement, les préjugés? Qu'on les voit où? Partout. 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 Sur les affiches, partout. Souvent, les publicités qu'on voit avec des noirs... Alors, il y en a de plus en plus, malgré tout. C'est vrai. Mais j'ai à l'idée d'une... Je pense à une publicité... alors, je crois que c'est de jeter ses pots de banane par terre. Un pot de banane ou papier ou n'importe quoi par terre. Et donc, dans la publicité en question, je vois un noir
qui jette par terre. En fait, c'est le noir qui fait la mauvaise action. Voilà, c'est souvent ça aujourd'hui. Et donc, il faut quand même que ça aussi, ça change. Parce que, ok, on en met, mais ce sont quand même eux qui font les... Ça alimente les clichés, les exactement, préjugés exactement. sur... Inconsciemment. Inconsciemment, d'accord. Herman, est-ce que vous pensez qu'en dehors du sport, parce qu'effectivement, le sport, en ce sens-là, dans les équipes de foot, il y a peut-être une représentation, voilà, bien sûr. Il y a une avance dans le sport, bien évidemment. Mais dans d'autres domaines, est-ce que vous trouvez que ça manque? Non, mais ça doit être le reflet, parce que le sport n'est pas en dehors de la société. Le sport, ça fait partie de la société. Et d'ailleurs, ça a permis quand même de changer un peu le regard sur un certain nombre de choses, sur ces préjugés. Même si, effectivement, comme vous le dites, le sport ne peut pas juste se focaliser uniquement sur le sport. Mais je crois que dans le reste des domaines, les choses sont en train de bouger. Il faut quand même se souvenir d'où on est parti et où on en est aujourd'hui. Bien sûr que les problèmes ne sont pas totalement réglés, mais je crois que il y a quelque chose d'irréversible qui est, moi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on ne partira pas. Les choses sont telles que le métissage de la France, même dans son contexte globalisant où aujourd'hui le monde entier tend à devenir un seul pays avec la circulation des biens, des marchandises et aussi la circulation des êtres humains qui va de plus en plus. On a Internet aujourd'hui qui est un monde complètement ouvert où des gens vont de plus en plus se croiser, vont se rencontrer, vont fonder des enfants, etc., etc. Donc il y a ce métissage qui n'est pas uniquement sur un plan exotique, mais qui va être une manière même conceptuelle, morale, intellectuelle. Donc il y a ce changement qui est en train de se faire. C'est vrai qu'on va toujours trouver, on va en face de nous ceux qui veulent s'opposer à ça, mais le problème est qu'ils ne pourront pas arrêter ce progrès, parce que ça fait partie du progrès. Et ces progrès qui se font au jour le jour, tous les jours d'ailleurs, ne font que, de toute façon, on va arriver à ce métissage, on va arriver à ces barrières qui vont se casser, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, voilà. Pour autant. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à ce débat. Nous continuons donc avec une troisième partie, mais en attendant, je vous propose de découvrir justement le spot de nos partenaires publicitaires. Venez sublimer votre beauté dans votre espace Arisaderm grâce à notre gamme de produits et maquillage de la gamme Arisaderm Cosmetics. Marre de payer trop cher et de ne pas savoir où en sont vos colis? La solution, c'est KMR Fret, spécialiste de l'envoi de colis et de véhicules dédouanement compris vers le Cameroun. KMR Fret, c'est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service. KMR Fret, c'est des ramassages gratuits dans toute la France et les prix les plus bas du marché. Chez KMR Fret, envoyez vos colis à partir de 29 €. Oui, oui, vous avez bien entendu. Enlèvement gratuit dès 29 € d'envoi. En faisant ce reportage, justement, ce débat sur le racisme, nous nous sommes également intéressés à la lutte contre les discriminations au sein des mouvements politiques. Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui donc Lucien Kemquin, qui est président du Cercle de la diversité. Je rappelle que vous avez également fait un ouvrage qui s'appelle « Plaidoyer pour la diversité », si mes propos sont exacts, il y a quelques années. Bienvenue, Lucien. Merci. Je suis très heureux d'avoir répondu à votre invitation parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la qualité de vos émissions et ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, Lucien. Alors justement, on s'est tout au long de ce débat, on a rencontré des personnes de SOS Racisme, du CRAN, une personne de la société civile, quelqu'un qui, justement, Herman, qui est le président de Sportitude, qui lutte contre les discriminations, contre le racisme précisément. Comment est-ce que vous pouvez nous dire, vous, le mot diversité, pourquoi est-ce que, il y a quelques années, vous avez choisi même d'en faire un plaidoyer ? Nous avons choisi le mot diversité parce que c'était le terme à la mode à l'époque. C'était le terme à la mode parce que les autres intervenants l'ont dit, on a du mal à prononcer certains termes, on dit black au lieu de noir. Le terme racisme, on a du mal à le prononcer dans certains milieux. Donc on a choisi la diversité et derrière la diversité, j'ai porté ce mot
mais bon, c'est un terme qui est rentré dans le langage courant parce que derrière la diversité, on entend les Noirs, les personnes d'origine maghrébine, toutes les personnes qui ne sont pas blanches. Voilà, on a choisi. Et je pense que faire la promotion de la diversité, c'est en fait lutter contre les inégalités et lutter contre toutes les discriminations d'origine raciale. Donc, je comprends tout à fait les combats des différents mouvements et nous faisons la même chose au sein des partis politiques, du moins au sein de la droite, puisque notre mouvement, qui est le Cercle de la diversité, est né au sein de la droite. D'accord. Aujourd'hui, justement, rapidement pour conclure, parce que on ne peut pas parler de lutte contre le racisme sans que l'État, mais également les partis politiques, ne s'y impliquent pleinement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandiez justement à tous les partis politiques, s'il faut Je l'ai toujours dit et je le dis longuement dans mon ouvrage que vous citiez tout à l'heure, Plaidoyer pour la diversité. En France, pour que ça bouge, il faut des lois. Il faut des lois. La question du handicap a bougé parce que depuis 2005, il y a eu une loi pour faire la promotion du handicap. La question des femmes a bougé parce que il y a eu des lois. La question des discriminations ou de la diversité, selon, bougera en France lorsqu'il y aura des lois. Il faut une volonté politique, il faut que les politiques se saisissent de la question, et lorsque les politiques se saisiront de la question, il faudra que ça se manifeste par des lois pour contraindre, pour sensibiliser, pour faire la promotion, mais de manière forte. Mais malheureusement, les politiques ont du mal à se saisir de cette question. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une question taboue, ou bien parce que les personnes concernées sont minoritaires et les personnes concernées ne se mobilisent pas assez. Je pense que la question de la femme, j'aime bien faire le parallèle entre les questions de diversité et les questions de femmes, bien que certaines femmes me disent que ça n'avance pas assez. De sexisme, c'est ça ? Ou d'égalité homme-femme. Et égalité homme-femme, sexisme, tout ça, c'est pareil. Ça bouge pour toutes ces questions-là en France lorsqu'il y a des lois. Sans loi, on fait de beaux discours pendant la campagne et après, c'est relégué au second plan. Très bien. Pour conclure justement, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, ce sont plus les associations, par exemple, comme on a vu, qui font le travail et la société civile ? Les associations font un travail que je salue, que ce soit le CRAN, le SOS Racisme, mais il faut aussi un travail de lobbying dans les milieux politiques. C'est un peu ce que nous faisons. Nous disons à nos collègues élus, attention, chers amis, il faut que ça bouge. La société française a bougé, il faut l'intégrer dans nos politiques. Donc, ce sont des travaux complémentaires. Et ce que nous faisons aussi, et c'est très important, c'est que nous sensibilisons les populations concernées, parce que les politiques entendent un discours lorsqu'il y a une pression. D'accord. Quand vous parliez de lobbying, juste pour vous interrompre, vous parliez de lobbying tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il faudrait donc inciter des personnes des diasporas, de la diaspora camerounaise, par exemple, des diasporas africaines, à plus s'engager dans les partis politiques ? J'espère. Très bien. Et c'est vraiment fondamental, non seulement à s'engager, du moins, les populations doivent s'engager dans les partis politiques, et parce que c'est comme ça qu'elles pourront peser sur les politiques. Les politiques n'entendent que les résultats des élections. Si on sait qu'il y a tel nombre de personnes qui votent, on peut tenir un discours qui va
passer auprès de ces personnes-là. Si les questions de diversité ont été reléguées au second plan, c'est aussi à cause de la montée du Front National en France. Très bien. Et malheureusement, le Front National est monté aussi parce que à côté, il y a jamais eu de contrepoids. Nous avons essayé de porter ces questions, mais malheureusement, quand on se retourne, on voit pas beaucoup de foule derrière. Hein. Très bien. Et je pense qu'il faut que... Il faut que la diaspora, donc que les diasporas se mobilisent. Alors ce sera le mot de la fin. C'était donc le sujet sur le racisme vers une banalisation. Point d'interrogation. Je tiens spécialement à remercier donc tous les invités qui ont participé à ce premier numéro de l'année, à vous remercier vous également, chers téléspectateurs de Canal 2. Et enfin, je ne pourrais pas vous dire au revoir sans remercier spécialement les équipes qui m'ont accompagné. Je remercie donc HTB, Aziz Sanfo, Yaris Oyaris, et puis un mot spécial, un hommage pour une personne qui nous a quittés, qui est avec nous l'année dernière. Il s'agit de Marine, qui nous accompagnait dans l'ombre de cette émission, qui est décédée l'année dernière, donc une petite pensée pour elle. On se retrouve donc dans une semaine, samedi 16h30 sur Canal 2 International. Merci.